Bonjour, mon nom est Michel Labrec, je suis professeur titulaire au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université Laval et j'ai aujourd'hui le grand plaisir et l'honneur d'interviewer ma collègue et amie, Dr. France Légaré, qui est également professeur titulaire au même département que moi. France s'est méritée aujourd'hui au Forum de médecine familiale, Forum 2011, qui se tient à Montréal, le prix de chercheur de l'année du Collège des médecins de famille du Canada. Alors, comme c'est un événement majeur, un événement qu'on doit fêter, j'ai pensé, pour l'occasion, t'inviter à prendre un petit verre de champagne, France, ensemble. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Michel. Ça me fait grand plaisir. Ceux qui connaissent bien Michel vont reconnaître ici Michel. Alors, et vous voyez, Michel a la technique. C'est pas la première fois. alors, nous allons ici fêter l'événement. Voici France. Merci beaucoup, Michel. C'est toute une joie et c'est tout un honneur d'être ici avec toi. Oui, je remercie parce que si je suis ici, c'est beaucoup parce que tu es un excellent collègue, collaborateur et mentor. Alors, merci, Michel. Alors, à la tienne. À la nôtre, Michel. À la nôtre. À la tienne. Alors, dis-moi, France, pour débuter, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené en médecine, en premier lieu? Je sais que tu avais débuté une carrière antérieurement, dont j'aimerais que tu nous parles, mais qu'est-ce qui t'a amené en médecine? Donc, j'avais fait le choix d'appliquer en médecine après ce qu'on appelle au Québec les études collégiales. OK? Il faut reconnaître, et je pense que ce serait pas honnête de ma part de ne pas reconnaître que j'avais quand même 2 parents dans le domaine. Aucun n'était médecin, mais ma mère est infirmière. Et mon père a, pendant de très nombreuses années, été directeur de grands hôpitaux dans la région de Québec. Donc, du plus jeune âge dont je me souviens, pour moi, le secteur de la santé, puis je dirais même certains hôpitaux, était quelque chose de très naturel pour en entendre beaucoup parler à la maison. Passer plusieurs dimanches à faire le tour des lieux avec mon père qui avait du travail, qui retournait le dimanche. Il nous amenait toute la famille. On faisait nos devoirs avec lui dans son bureau. Donc, je crois qu'il faut être honnête et reconnaître que j'étais dans un environnement familial qui me faisait considérer le domaine de la santé comme étant un domaine très intéressant, parce que mes 2 parents ont adoré leur carrière. Autant ma mère, qui est infirmière, a adoré sa carrière, mon père a adoré sa carrière. Je crois qu'il y avait cet élément-là qui a joué beaucoup. Alors, j'ai fait la demande d'aller en médecine, mais la première fois quand j'ai fait la demande, j'ai une réponse négative. Comme on sait, c'est un domaine très répétitif, etc. Donc, mon deuxième choix, c'était l'architecture, parce que j'avais une bonne amie qui avait ce désir. Donc, un peu pour suivre mon amie, puis parce que je trouvais ça aussi intéressant, j'ai fait donc un baccalauréat en architecture. Et quand j'ai terminé mes études en architecture, à l'époque où j'ai terminé mes études en architecture, le domaine puis le marché de l'emploi était extrêmement défavorable. Alors, c'était soit de m'expatrier. En fait, c'était vraiment la réalité. J'aurais dû quitter. J'ignore même exactement où, et ça aurait pas été même dans la province parce que c'était une crise économique. Donc, c'était pas très simple, versus le fait de continuer des études. Et donc, ce qui s'est à ce moment-là, qui a été l'objet de ma réflexion, c'était de dire, peut-être que je pourrais reconsidérer aller en médecine. Et comme, je crois, tu sais, Michel, puis Laval n'est pas la seule
université ou faculté de médecine avec cette situation-là, c'est qu'avec les gens qui ont déjà un diplôme, on leur réserve certaines, comme une quantité de postes. Alors, je suis rentrée comme un candidat adulte. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené à penser à faire une carrière de chercheur en médecine familiale? Donc, je suis très curieuse et j'aime beaucoup les études. J'aime beaucoup l'apprentissage, j'aime beaucoup apprendre. Alors, comme je disais tantôt, quand j'ai donné une présentation, je crois que j'ai été très chanceuse de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Donc, moi, je suis très curieuse, j'aime les études. C'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas douloureux. J'aime apprendre. Et pendant la résidence en médecine familiale, toi, tu étais déjà un professeur. Alors, tu m'as Je le suis toujours, oui. Oui, absolument, absolument. Donc, moi, je me souviens que déjà à l'époque, il y avait des gens comme toi, Louis Latulippe, où j'ai fait la formation en médecine familiale, il y avait Jean Maziad. Donc, il y avait à ce moment-là, dans les années où j'étais à la résidence, un groupe d'individus qui étaient déjà très bien identifiés comme chercheurs en médecine familiale. Je me souviens même de rencontrer la directrice du département de médecine sociale et préventive qui m'avait aussi parlé de vous autres. Donc, il y avait déjà une exposition à des gens qui, à l'époque, étaient actifs en recherche. Donc, je pense que ça a sûrement semé des graines, mais en même temps, j'avais pas la formation. Donc, dès que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle la pratique en médecine familiale, j'ai débuté une maîtrise en santé communautaire à temps partiel. Et encore là, je me considère très chanceuse parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, parce que finalement, j'ai été encadrée par Gaston Godin, qui est un chercheur de carrière, comme tu le sais, chercheur de recherche du Canada au niveau senior, qui était un spécialiste, qui est toujours un spécialiste des comportements en santé, et aussi Sylvie Dodin, que tu connais bien, qui est une chercheure clinicienne. Donc encore là, je me considère extrêmement chanceuse parce que j'ai rencontré ces gens-là, et on a donc ensemble fait un protocole, j'ai fait une première étude, et ça nous a amené à avoir du matériel qui nous permettait de faire une demande au FRSQ dans le programme à l'époque. On était en 94, parce que la réponse est sortie en 95. Il y avait un programme d'intervenants première ligne. Alors là, encore là, je me considère très chanceuse parce qu'au Québec, on avait des gens, puis je sais que tu en fais partie de ce groupe-là, qui faisait des journées de la recherche en médecine familiale. Puis un des joueurs importants, c'était Claude Baudouin, qui était à l'Université de Montréal, qui était déjà MD-PhD. Parce que toi, tu ne l'étais pas à l'époque, tu étais MD-MSc, c'est ça. Et Claude, ce que j'avais compris, ou en tout cas je l'ai compris un peu mieux par la suite, avait fait beaucoup de démarches auprès du FRSQ, puis avait été à l'origine des compétitions pour les soins primaires. Alors, c'est pour ça que je me considère chanceuse d'avoir pu bénéficier du travail que Claude avait fait, et surtout du travail probablement que vous faisiez comme groupe, parce qu'on avait des journées de la recherche en médecine familiale. À l'époque, oui. C'est ça. Et donc, on a fait une demande de fonds, puis on l'a obtenue en 95. Donc, dans le fond, une chose entraînait une autre. Alors là, il a fallu réaliser le projet, il a fallu en connaître plus, et on a soumis une deuxième fois. On en a obtenu un deuxième. Et à l'intérieur de toutes ces démarches-là, ben, la piqûre, ou le goût, ou le désir d'en faire encore plus était en croissance. Et actuellement, France, tu es détentrice d'une chaire de recherche du Canada sur l'implantation de la prise de décision partagée en soins primaires. C'est un grand titre. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet de recherche, ce qu'on appelle en anglais le shared decision making, la prise de décision partagée? Alors, merci de me le demander, parce que, en effet, ça me permet de partager avec toi, puis avec les gens qui auraient un intérêt à notre entretien, que, en fait, c'est parce que j'ai appris de ma première recherche. Parce qu'au moment où j'ai travaillé avec Gaston puis Sylvie Dodin, avec les meilleures intentions du monde, notre intérêt était vraiment d'aider les femmes du Québec à adhérer le plus fortement possible à l'hormonothérapie de remplacement pour la période
ménopausées, et aussi les médecins, les amener à en prescrire à des plus grandes proportions de femmes. Donc, pourquoi je mentionne ceci, c'est que pendant qu'on évoluait avec ces projets-là, parce qu'on en avait au moins 2, comme chercheur, quand on est curieux, on lit. On lit autre chose. Alors, et on s'expose à d'autres choses. Donc, j'ai donc lu des textes qui faisaient des fois une lecture plus critique de la chose. Et lors d'un congrès à la North American Menopause Society, j'ai vu présenter Annette O'Connor, qui à ce moment-là était comme avait déjà quelques années dans sa carrière, mais avait commencé à rendre très public ses études à l'aide d'outils d'aide à la décision. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que nous, on avait une approche plus d'amener les femmes et les médecins à adhérer à des guides de pratique, comme c'était la bonne chose à faire pour tout le monde tout le temps. Alors qu'Annette est arrivée et a présenté un outil qui aidait à prendre des décisions éclairées où il n'y avait pas nécessairement une bonne décision, mais qu'on pouvait décider d'en prendre ou ne pas en prendre, dépendamment de notre condition personnelle. Je suis en médecine familiale, l'approche centrée sur le patient, la personne unique, etc. J'ai trouvé ça très attirant. Et nous avons approché Annette, qui a été très généreuse de son temps, parce qu'on lui a demandé si elle accepterait qu'on traduise et qu'on valide lors d'une étude dans la région de Québec, son outil, mais en langue française. Et Sylvie était très aussi enthousiaste. Fait que je voulais raconter que pendant que ça a eu cours, comme tu sais, les données probantes ont beaucoup changé. Alors, d'un côté, on avait nos premières études qui nous avaient donné tout le matériel nécessaire afin de créer des programmes de santé publique qui auraient aurait fait la promotion auprès des femmes et des médecins de l'hormonothérapie d'emplacement, donc un peu comme un programme pour augmenter l'activité physique. On avait tout ça. Puis la santé publique, d'ailleurs, il y avait comme certains échanges parce que eux voulaient ce type de programme-là. On parle autour de 2000. Puis en même temps, on travaillait avec Annette, puis on avait une autre perspective sur la chose. Et donc, on n'a pas mené de l'avant nos programmes de santé publique afin de promouvoir l'hormonothérapie de remplacement. Et en 2002, lorsque les données de la WHI ont été rendues publiques, je pense qu'on a réalisé que le fait d'avoir plutôt intégré le champ des outils d'aide à la décision, qui sont des programmes de prise de décision partagée, avait été une décision judicieuse. Et ça m'a amené donc à plutôt traverser ma réflexion au niveau de la recherche sur comment aider les gens à prendre des décisions éclairées en santé. Comment, lors de la rencontre professionnelle de la santé patient, on se donne les informations probantes nécessaires de la meilleure qualité. Tu en es un expert. Et comment, après ça, on rajoute, pas rajouter, mais qu'on intègre ça dans un processus qui amène une décision optimale. Excellent. Maintenant, après quelques années de pratique, tu es maintenant directrice d'un axe de recherche au Centre de recherche du CHUC à Québec. Tu as plusieurs publications à ton nom, plusieurs demandes de fonds, plusieurs étudiants gradués. Qu'est-ce que tu trouves actuellement, je te dirais, facile et difficile dans ta carrière de chercheur? Commençons par les choses que tu trouves faciles. En fait, je ne sais pas si c'est une question de facilité, parce que rendu à l'âge que j'ai maintenant, j'ai bien réalisé que les choses les plus agréables et qui rapportent le plus, ou en fait les plus excitantes, sont aussi les choses les plus difficiles. Les chemins faciles, à mon avis, n'existent pas quand on est passionné d'un domaine, parce que justement, c'est ce qui nous nourrit, c'est le défi, puis de s'améliorer ou d'améliorer une situation. Donc, si tu me permets, je le mettrai pas sous le vocable du facile, mais qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui fait que dans une journée ou dans une semaine, j'ai beaucoup de plaisir? Moi, j'adore la recherche. J'aime être sur le terrain, j'aime
D'ailleurs, on partage quand même pas mal de choses ensemble sur le terrain. Donc, j'aime construire un projet de recherche. J'aime réfléchir à une question de recherche. J'aime faire la rédaction pour la demande. J'aime être assis avec l'équipe, c'est-à-dire sûrement toi, mais les autres chercheurs qu'on a, les étudiants gradués, les professeurs de recherche, et qu'on, ensemble, construire une idée de recherche, un projet de recherche, en voir tous les angles. Donc, j'aime le travail du chercheur, ce travail-là, je l'aime. Il n'est pas toujours simple, il n'est pas toujours facile, puis on a beaucoup de lettres, comme disait Martin Daz, négatives, puis c'est normal, mais c'est un travail que j'aime encore énormément. Puis quand on fait le projet, l'opérationnaliser, le faire avancer, penser encore là à toutes les étapes, pour moi, c'est beaucoup de plaisir. Après ça, obtenir les résultats, voir les résultats préliminaires, voir si on s'est trompé dans nos hypothèses ou pas. Après ça, écrire les papiers. Pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir. La deuxième chose qui me donne beaucoup de plaisir, mais on dirait que ça grandit actuellement, c'est d'être les étudiants gradués, puis aussi professionnels de recherche qui, entre autres, dans notre domaine, on forme. Parce que très peu de professionnels de recherche où nous sommes localisés actuellement qui arrivent nécessairement formés avec tous les outils nécessaires pour la recherche dans notre domaine. Donc moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Puis j'ai encore beaucoup de plaisir d'être avec les étudiants puis de les pousser au maximum. Donc la chose que j'ai eue le plus récent, c'est que cet été, on a accueilli un nouvel étudiant à la maîtrise. Puis, on avait une opportunité, parce que ce que j'aime avec les étudiants, c'est pour ça que j'aime ça, peut-être parce que je me dis, si c'était moi, j'aurais aimé ça à leur âge. Fait que pour moi, c'est important, je vais les plugger sur les réseaux internationaux, je vais les envoyer dans les congrès, je vais les envoyer dans nos réseaux. Alors, après ça, je vais essayer de les amener à travailler même avec des gens qui ont un profil international dans d'autres pays. Après ça, je vais essayer de les amener à publier. Donc, cet étudiant-là est arrivé dans notre équipe cet été. Alors, il est déjà allé à un institut d'été aux États-Unis, déjà rencontré pas mal de monde. Et là, cet été, on s'est entendu qu'il travaillerait sur une revue systématique. Ce qu'il a fait. Sur le papier, il va avoir des collègues du Royaume-Uni, des États-Unis, et là, on a une première version. Et moi, je suis pas mal confiante qu'on va pouvoir soumettre ça. Donc, je suis très contente de voir un étudiant, dans le fond, qui en arrive éventuellement à s'approprier quelque chose, mais aussi à avoir un peu le fruit de son travail. Donc, de voir quand cette personne-là est arrivée, puis maintenant, ben moi, ça me donne beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des résidents ou des jeunes médecins qui envisagent une carrière en recherche? Quels seraient les conseils que tu leur donnerais? Ben, il faut être extrêmement patient. Il faut comprendre que la culture de la recherche, en fait, si on parle vraiment d'une carrière où l'individu va devoir faire des demandes de fonds, faire de la publication, a ses propres indicateurs de performance, que ça repose beaucoup sur une certaine productivité écrite, soit les demandes de fonds ou les publications. Et donc, c'est des choses qui doivent acquérir rapidement. Puis, de pas jamais baisser les bras avec des lettres de refus d'un papier ou d'une demande de fonds, de garder leur courage ou de bien s'entourer aussi, c'est important, donc d'être dans des milieux où ils ne sont pas isolés, donc qu'il y a d'autres collègues qui partagent leur passion. Moi, j'ai été chanceuse, tu étais là, il y en avait d'autres aussi, donc ça, pour moi, ça a été très, très important. Et d'avoir aussi des réseaux. Des fois, les réseaux peuvent être virtuels, d'être dans un réseau de recherche. Donc, de ne pas s'isoler, d'être avec les autres, de ne pas se décourager, de savoir que c'est normal, d'avoir des refus, c'est tout à fait normal, et de revenir. Parfait. Et je reviens à ma question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves difficiles dans ton travail? Encore là, tu m'excuseras de ne pas le positionner sur facile ou difficile. Parce que, à mon avis, les choses les plus agréables sont difficiles. OK? Mais si tu me disais, y a-t-il des journées que je trouve plus, j'allais dire difficiles, que je trouve moins, on va dire... gratifiantes? Gratifiantes, oui. OK, non, c'est peut-être difficile. Ben, dans le rôle que je joue actuellement, puis que je prends à cœur, qui est de diriger une équipe, ou en fait d'être
quelqu'un qui aussi, en fait, c'est un grand privilège. Bon, je suis sur un conseil, un comité de direction d'un grand centre de recherche. Quand même, le centre de recherche du CHUC, c'est quand même un des plus gros centres financiers du FRSQ de la province, le deuxième. Donc, de partager le vécu de chercheurs, on va dire, qui sont dans d'autres domaines, je trouve ça très intéressant. Mais en fait, c'est que si dans une semaine, j'ai fait beaucoup de réunions, pour représenter le groupe, pour faire l'aspect plus administratif de la chose, etc. Des fois, à la fin de la semaine, on peut se poser la question, est-ce que j'ai fait de la recherche? Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut réfléchir, puis peut-être qu'en effet, on découvre qu'il y a un rôle à jouer dans d'autres circonstances. Mais c'est peut-être des fois ce qui est dans une semaine plus lourd parce qu'on pense toujours au projet. L'étudiant, disons, un étudiant t'a envoyé un texte à revoir, puis t'as pas pu répondre à l'étudiant dans un temps acceptable, parce que finalement, t'as passé la semaine à faire beaucoup d'autres choses dites administratives. Donc, c'est là qu'il faut des fois, en tout cas, faire quelques réflexions. Accepter le mal nécessaire. Ben, je le vois pas. Je l'appelle pas un mal, parce que je suis maintenant convaincue qu'il y a des gens qui connaissent bien la culture de la recherche, qu'on a besoin de voir dans des postes de leadership ou de direction pour justement pouvoir représenter les chercheurs auprès des décideurs, auprès des ce qu'on appelle les gens qui font les politiques de santé. Donc, au contraire, ces gens-là ont un rôle très, très grand, surtout quand ils comprennent bien la culture de la recherche. Maintenant, est-ce que c'est un rôle qui plaît à tous? Quand on aime beaucoup le terrain de la recherche, c'est plutôt la question qu'il faut se poser. Okay. Mais je le vois pas comme un mal. C'est juste, si tu aimes beaucoup le terrain de la recherche, ben tu peux trouver cet aspect-là plus questionnant. Mais maintenant, je suis convaincue que cet investissement-là, par les gens qui en font de cet investissement-là, est essentiel et même très important. Parlons d'un événement marquant, quelque chose qui t'a fait faire un wow en recherche au cours des dernières années ou dans ta carrière. OK. Ben, il y en a eu de plusieurs niveaux, là. Il faudrait être... Parce que c'est clair, comme tantôt, quand je rapportais le fait qu'en 2002, je me suis levée un matin puis j'ai lu l'éditorial du Global Mail sur la recherche du WHI en sachant qu'on avait tout le matériel. Bon, j'ai expliqué le contexte tantôt. Ben, c'était un moment, je me souviendrai toujours, là, je pense que c'était le 22 juillet 2002, que c'était un moment où je me suis dit, oups, peut-être qu'il faut regarder autrement ce qu'on doit faire pour améliorer les décisions en santé. Fait que ça, celui-là, il m'est resté longtemps. Ben, je te cacherai pas, si on pense plus récemment, ben, à chaque fois qu'on a un étudiant qui gradue. Ça, c'est un... Puis c'est quelque chose que tu vis aussi, oui. auquel tu as contribué. Mais... c'est toujours un plaisir. Même si les étudiants, des fois, ne le sentent pas de notre part, parce que je sais être très exigeante. Je le sais. J'en suis très consciente. Mais on a à cœur qu'ils réussissent. Donc, quand je vois arriver un papier avec le premier nom, Marc-André Pellerin, c'est son papier à lui, et que je vois certains de nos étudiants, ben oui, je m'en souviendrai toujours. Je me souviendrai toujours des défenses de notre première étudiante au PhD, que tu as bien connue, Annie Leblanc. Je me souviendrai de chacun des étudiants au moment où leur produit, on va dire leur... Donc oui. Ça, je me souviens de ça très bien. Écoute, c'est une grande carrière que tu fais, France, mais en dehors de ça, tu as quand même une vie personnelle que je connais un peu. Puis je sais qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont excitantes. D'ailleurs, tu es un grand amateur de ski de fond. Aussi de voile. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la voile et comment tu en es venu. La vie à côté de la recherche, parce que les gens pourraient passer. Hein, mais en fait, encore là, je le répète, je suis très privilégiée. Franchement, je pouvais pas. Mais je suis privilégiée parce que je vais en parler, j'en parle pas souvent, j'ai pas tendance à parler des choses très personnelles. Mais moi, j'ai un conjoint depuis 26 ans.
avec moi, Michael. Fait que c'est quelqu'un d'extrêmement important parce qu'il amène beaucoup de balance dans la perspective des choses. Puis, je lui ai toujours dit, c'est même quelque chose qu'on a partagé, que pour moi, il y a le travail, puis c'est vrai que c'est une passion, j'aime ça, mais que quand je suis pas au travail, puis que je suis avec la famille, avec Michael, puis tout ça, oui, on a plein de choses qui nous tiennent ensemble, avec lesquelles on a énormément de plaisir. Donc, Michael, c'est un grand passionné de la voile, mais c'est aussi un gars très compétitif en voile. Donc, autant il me supporte dans mon travail, ben moi, je m'assure que je le supporte dans sa passion qui est la voile. On fait beaucoup d'activités extérieures ensemble, le ski de fond. On est beaucoup avec la famille. Ma mère vient d'une famille de 15, Lac-Saint-Jean. Mon père vient d'une famille de 5, Lac-Saint-Jean. J'ai plus de 100 ou 150 cousins ou cousines. Donc, on passe beaucoup de temps avec la famille élargie. Donc, beaucoup de temps avec la famille, beaucoup de temps avec les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Donc ça en fait, c'est disons, l'aspect très riche à côté on va dire, du travail. Mais non, je suis pas non plus, comment j'allais dire, je suis pas une experte de rien d'autre. C'est-à-dire, je fais pas de compétition sportive particulière. Je ne suis pas comme toi un fin connaisseur, membre des échansons de France. Mais la vie est très simple à l'extérieur du travail, mais elle est beaucoup sur la famille. Beaucoup sur les choses simples. D'ailleurs, tu parlais d'activités sportives. Je pense que ça a leur rapport avec ta rencontre avec Mike. Peux-tu nous en dire un peu? Ça me fait en effet plaisir. Donc, Michael, c'est quelqu'un qui est originaire de Gander, Terre-Neuve, un endroit que j'ai profondément à cœur. Que les gens qui me connaissent bien savent que j'aime beaucoup Terre-Neuve parce que j'y vais depuis 1978. Mais c'est ça, Michael et moi, on s'est rencontrés en faisant du vélo sur l'île de Terre-Neuve. Donc, à l'époque, on était chacun seul. Puis, depuis cette rencontre-là, on fait du vélo ensemble. Donc, c'est une autre activité sportive qu'on fait beaucoup, le vélo, l'été. Okay. En terminant, France, dis-nous, quels seraient tes rêves ou des choses que tu aimerais faire au cours des prochaines années, là? Mettons, prenons un horizon, nous, on dit toujours, surtout quand on parle de prise de décision partagée, on met un horizon temporel. Au cours des 5 prochaines années, qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Je ne sais pas si moi, comme individu isolé, je vais réaliser des choses, parce que je pense que c'est une autre chose qui, je pense en tout cas, me qualifie bien. J'aime le monde, puis j'aime être avec du monde. Comme tu sais, Michel, on travaille dans le même environnement. J'aime ça quand le monde est là, ils le savent, mais c'est pas pour... on va dire surveiller, mais pour avoir les gens, parler, discuter, etc. Donc, j'aime beaucoup les gens. Donc, je me souhaite pas à moi une chose en particulier. Mais honnêtement, je nous souhaite à plusieurs, pour reprendre les termes de Bill, du docteur Bill Hogg, que nous puissions participer à tout ce qui est excitant ces temps-ci au Canada. Donc, les financements pour la recherche en soins primaires et qu'on puisse contribuer et j'ose espérer peut-être assurer du leadership comme équipe, parce que je le répète, je ne veux pas me voir isolée là-dedans, une grande équipe de recherche en soins primaires, mais en fait contribuer à cet essor-là au Canada. Donc, j'aimerais pouvoir penser dans les prochaines années, notre équipe, nos jeunes, contribuer à cet effort-là. Ça, c'est du côté du travail, c'est clair. Du côté plus personnel, comme tu sais, j'aime beaucoup le plein air, donc j'espère pouvoir en faire encore, d'avoir la santé pour pouvoir en profiter, parce que je me considère chanceuse de le faire présentement, mais j'espère que ça va rester possible. Ben, merci beaucoup, France. On te souhaite que tous ces vœux se réalisent. On sait que tu as la volonté, la capacité de le faire. Et je te le souhaite bien. Merci. Merci. Et en contrepartie, ou en fait, je veux te remercier, Michel, parce que comme je l'ai dit devant les gens ici aujourd'hui, je pense que personne ne peut nier que tu as eu un rôle important sur le plan canadien pour ce qui est de la recherche en soins primaires. Et moi, j'ai toujours dit, je vais le redire
avec vidéo, qu'à mon avis, tu es le meilleur épidémiologiste au monde en soins primaires. Fait que moi, j'ai eu le bonheur, tu sais, d'être dans ton entourage assez immédiat pour pouvoir en profiter puis de voir que t'as pas besoin de très longuement regarder quelque chose pour te faire une tête puis que ce soit juste dans ton idée. Fait que je veux te remercier, Michel. Je veux te remercier de la confiance que tu as eue pour pouvoir travailler avec moi. Je sais que tu es exigeant. Fait que ça m'a appris aussi une grande rigueur et aussi d'avoir cru que je pouvais être, on va dire, digne de ce prix puisque tu as donné mon application puis que tu l'as soutenu. Fait que je voulais te remercier, Michel. Ben, France, c'est un grand plaisir et on va boire à ton succès. À nous. Succès.